Alors, je vous remercie d'être présent en aussi grand nombre aujourd'hui pour la séance d'information portant sur la maîtrise en éducation. Alors, on a comme une heure pour essayer de vous donner le goût de faire une maîtrise, de répondre à vos questions. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Dans un premier temps, on va prendre le temps de faire une courte présentation des quatre co-directions. Et ensuite, on a préparé quelques questions, informations importantes, généralement les questions que les étudiants se posent. Et par la suite, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, il y aura une période de questions. Et comme le mentionnait André-Sébastien tout à l'heure, vous pouvez aller dans le converser, nous inscrire vos questions. Puis selon le moment opportun, on pourra y répondre. Alors, je te donne peut-être la parole, André-Sébastien, pour commencer à te présenter. D'accord. Alors, bonjour, mon nom est André-Sébastien Aubin. Je suis professeur au département d'éducation et pédagogie. Je suis spécialiste en évaluation des apprentissages. Je suis co-responsable de la maîtrise. Et là, évidemment, on va vous expliquer plus en avant tantôt comment fonctionne notre maîtrise, qui est j'allais dire un monstre, c'est pas un monstre, c'est une bibite plus spéciale avec plusieurs pattes. Et donc, moi, je m'occupe d'une des pattes qui est la concentration, éducation et pédagogie. Tantôt, on aura la chance, effectivement, de décrire chacune des concentrations. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé ma présentation. Je vais passer la rondelle à Sophie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, mon nom est Sophie Grossman et s'il est question d'animal à quatre pattes, eh bien, moi, ma patte à moi, c'est la concentration éducation et formation spécialisée qu'on détaillera plus loin et j'appartiens également au département d'éducation et formation spécialisée. Bienvenue. Virginie? Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, mon nom, c'est Virginie Thériault. Je suis professeure au département d'éducation et formation spécialisée et moi, je suis responsable de la concentration éducation et formation des adultes. Et mon nom à moi, c'est Annie Charon. Je suis la quatrième patte, donc je suis co-directrice de la concentration didactique et je chapeaute également chacune de ces belles concentrations. Alors, comme le dit André-Sébastien, on va avoir la chance de vous expliquer un peu plus en quoi consiste chacune de ces concentrations. Mais comme on vous l'a mentionné, comme je suis responsable de la concentration didactique, je suis professeure au département de didactique. Donc, pour commencer, j'ai mis dans le conversé le lien qui est le lien pour la page web qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on a élaboré cette page web-là en ayant un accueil qui permet de répondre aux questions que les étudiants se posent généralement. Donc, on va y revenir, mais on va vous donner encore plus de précision que ce qui est sur la page, bien sûr, mais on va vous inviter à naviguer à l'intérieur de ce site web-là pour en apprendre un peu plus. Alors, premièrement, si vous avez été invité, c'est que vous faites probablement déjà un bac ou peut-être un certificat, peut-être même un DESS, puis là, vous voulez plus aller vers la maîtrise, recherche. Donc, c'est quoi la maîtrise en éducation à l'UQAM, à part le fait que cette maîtrise-là ait des concentrations? Alors, si vous souhaitez poursuivre des études de deuxième cycle avec une lunette de recherche, c'est-à-dire que ça vous intéresse vraiment de creuser une problématique de recherche, en savoir davantage, mais vous êtes vraiment à la bonne place. La maîtrise, qu'est-ce que ça vous permet? C'est que vous allez devenir des apprentis chercheurs. Donc, vous allez apprendre comment se déroule une recherche. Vous allez être habilité à chacune de ces étapes-là et vous allez terminer en produisant soit un mémoire de recherche, soit un rapport d'intervention ou voire même un essai. Et si ça vous intéresse par la suite de poursuivre vos doctorats, bien la maîtrise va pouvoir bien vous préparer ensuite aux études de troisième cycle. Si vous terminez vos études et que le doctorat ne vous intéresse pas, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt tout de suite à aller sur le marché du travail, vous avez le goût de poursuivre vos études, bien, vous pouvez aussi continuer à la maîtrise. En ayant un diplôme de maîtrise, ça peut vous ouvrir différentes portes, notamment peut-être que ça va pouvoir vous aider à devenir chargé de cours dans une université, voire un professeur dans un cégep, superviseur de stage. Je sais que dans
les centres de services scolaires, maintenant, on demande aux conseillers ou conseillères pédagogiques d'avoir un diplôme de deuxième cycle. Alors, ça vous offre beaucoup d'autres opportunités et ça peut vous permettre aussi de creuser un sujet qui vous intéresse davantage. Donc, vous allez avoir à réaliser vraiment une recherche. Si par contre, la recherche ne vous intéresse pas, vous êtes intéressé par des études de deuxième cycle, mais pas en recherche, alors cette maîtrise-là n'est pas la bonne pour vous. Vous pouvez peut-être regarder davantage pour des études de deuxième cycle où c'est une maîtrise un peu plus professionnelle, davantage avec des cours et non pas un projet de recherche. Vous pouvez regarder aussi du côté des DESS, des micro-programmes. Alors, voilà, la maîtrise en éducation, c'est une maîtrise en recherche. Je peux ajouter quelque chose, Annie? Bien sûr. Merci. Deux petites choses peut-être. C'est important parce que souvent, on pense que la maîtrise en éducation mène au brevet d'enseignement. La maîtrise en éducation, celle-ci ne mène pas au brevet d'enseignement. Donc, si votre objectif, c'est de passer par la maîtrise pour pouvoir enseigner soit dans une école, soit dans un centre d'éducation des adultes, ça n'est pas la bonne maîtrise. Vous trouverez le lien des programmes menant au brevet d'enseignement sur le site qui est affiché actuellement. Et puis, je pense que je voudrais aussi insister sur le fait que, comme l'a dit Annie, effectivement, c'est une maîtrise recherche, c'est une maîtrise aussi expérimentation. Vous pouvez faire de la recherche-action, quelque chose. Vous êtes dans un milieu professionnel, soit une école, un centre communautaire, quel que soit votre milieu, et il y a une question qui vous intéresse en termes d'expérimentation, d'action, de développement. La recherche mène aussi à ce type de projet pour celles et ceux qui sont intéressés et qui peuvent faire du coup un retour aux études avec une question qui les a taraudés au niveau professionnel, par exemple. Exactement. Donc, je vais poursuivre. Donc, moi, j'ai la grande tâche de présenter donc, nos 4 pâtes ou 4 morceaux de tarte qui sont présentés ici. Donc, lorsqu'on a refait le site de la maîtrise, on s'est dit qu'on voulait présenter quelque chose d'assez clair pour celles et ceux qui souhaiteraient s'inscrire à la maîtrise, mais se demandent, mais c'est quoi ces concentrations? Qu'est-ce que c'est? Laquelle est la bonne pour moi, etc. Donc, comme on s'est présenté, nous avons 4 concentrations, donc didactique, éducation et formation aux adultes, éducation et formation spécialisée, éducation et pédagogie. Ce sont des parts de tarte qui ne sont pas complètement autonomes, mais en général, vous allez choisir le domaine en fonction de votre objet de recherche ou d'intervention. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à la didactique, la planification, le contrôle, le pilotage de situations d'enseignement-apprentissage, dans des matières, on va dire, tu pourras compléter, Annie, si je me trompe, mais français, petite enfance, sciences, univers social, histoire, géographie, etc. Éducation à l'environnement également. Vous pouvez être tenté par cette concentration qui va vous permettre de travailler une question soit de recherche, soit professionnelle au regard de la didactique. Pour ce qui est de l'éducation et formation des adultes, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous travaillez dans des milieux d'éducation des adultes, formation en entreprise, milieu communautaire, éducation familiale, et vous vous intéressez à des questions qui touchent plus spécifiquement l'apprentissage à l'âge adulte, le développement de compétences, l'expérience d'apprentissage en tant qu'adulte, etc. Donc là, vous aurez plutôt tendance à faire une demande d'admission en éducation et formation aux adultes. Je vais terminer par la mienne, donc je vais continuer avec éducation et pédagogie, la part de tarte bleue. Et André-Sébastien, tu pourras me corriger aussi si j'ai oublié quelque chose. Donc la concentration éducation et pédagogie, elle touche divers aspects, mais notamment les fondements de l'éducation, donc que ce soit philosophie, histoire, sociologie, mais aussi la gestion de l'éducation, donc tout ce qui est le fait de devenir administrateur scolaire, par exemple, direction d'école, direction de centre d'éducation des adultes, direction de centre de formation professionnelle. Mais aussi, et comme l'a dit André-Sébastien, il est le représentant de cette spécialisation que sont les méthodologies d'évaluation en éducation. Et également, counseling de carrière. Counseling de carrière a sa propre maîtrise, mais les professeurs qui traitent de ces aspects-là travaillent au département d'éducation et pédagogie, et cette concentration pourrait être
celle que vous souhaiteriez poursuivre si ce sont des objets qui vous intéressent. Finalement, éducation et formation spécialisée, alors nous sommes une section, une concentration qui traitons 3 grands domaines qui peuvent s'entrecroiser, s'articuler, s'arrimer de l'éducation. Donc, les aspects socioculturels de l'éducation, donc tout ce qui est origine culturelle, origine socio-économique, question de genre aussi, tout ce qui est éducation inclusive au sens très large, va être traité par cette section, mais pas seulement cette section. La section aussi adaptation scolaire et sociale, donc tout ce qui a quelque chose à voir avec, j'aime bien les appeler les élèves troublants, je trouve que les élèves troublés, donc des élèves qui soit vivent des difficultés d'apprentissage, soit vivent des handicaps, soit vivent des problématiques socio-affectives. Et donc, vous pourriez vous destiner à cette spécialisation. Et la troisième, non la moindre, formation professionnelle et technique, donc tout ce qui est l'apprentissage, l'enseignement d'un métier, que ce soit en milieu de travail, en formation technique au cégep ou en formation professionnelle au secondaire. Donc voilà, donc quand vous allez, si vous voulez cliquer pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur chacune des parts de tarte et il y aura la description, merci André-Sébastien, il y aura la description fine de la concentration avec les profils, etc. Donc vous pourrez naviguer là-dedans pour voir un peu ce qui vous intéresse. Je vais laisser la parole à André-Sébastien qui va poursuivre avec son micro allumé. Oui, désolé, mon raccourci clavier ne fonctionnait pas. Alors, merci. Alors, moi, la question à laquelle je voulais répondre avec vous, c'était la question du cheminement. Qu'est-ce que c'est que le cheminement typique à la maîtrise? Évidemment, toute l'information qu'on vous donne là, elle est sur le site. Donc, si vous voulez aller lire en détail, vous irez. Moi, ce qui m'intéresse plus en termes de description, c'est de parler de ce que ça veut dire concrètement faire une maîtrise, que ce soit dans le profil recherche ou que ce soit dans le profil intervention. Donc, il s'agit de mener de façon autonome, presque autonome, un projet de recherche qui peut être différent. Un projet de recherche, ça va être plus proche de ce qu'on voit habituellement dans un projet de maîtrise classique. Dans le profil d'intervention, on va faire un rapport d'intervention qui, lui, va viser une action souvent plus concrète en salle de classe. Par exemple, si vous êtes déjà enseignant, vous désirez implémenter quelque chose dans votre salle de classe, bien là, souvent, le profil d'intervention va répondre de plus proche à ce besoin-là chez les étudiants. Mais faire une maîtrise, c'est un peu différent de faire un bac. Au bac, vous arrivez au début de la session, on vous donne un horaire, on vous donne des cours à faire, on vous dit à chacun des cours est associé à un certain nombre de crédits. Vous complétez le cours, je suis en train de vous expliquer ce que c'est que faire un bac, là, vous le savez. Là. Vous finissez le cours, on vous donne un résultat. Les travaux que vous avez faits dans ce cours-là, souvent, vous les réouvrirez, vous les rouvrirez jamais. Là, je veux dire, c'est dans un répertoire enfoui quelque part dans votre ordinateur. Alors, peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais habituellement, effectivement, une fois qu'un cours est fini, c'est terminé. Faire une maîtrise, que ce soit dans le profil de recherche ou d'intervention, c'est un peu différent dans le sens que le fameux travail, le fameux projet de recherche ou d'intervention que vous allez mener, bien, vous allez le soumettre et le recevoir commenté des centaines de fois. Donc, vous allez faire dès la première session, souvent dans les cours aussi, une particularité sur laquelle je reviens dans quelques secondes, on va vous demander de commencer à rédiger ce fameux document-là. Et là, vous allez faire les premières idées que vous avez avec ce que vous avez comme bagage au moment où vous rédigez ça. Et là, on va vous dire, ah, ben ça, c'est bien, mais ça, cet aspect-là, il faudrait le creuser. Donc là, vous allez aller creuser cet aspect-là, vous allez revenir, vous allez ajouter ça à votre document initial. Et là, ça va faire un plus gros document. Et ça va être ainsi du début jusqu'à la fin de votre maîtrise. Donc, c'est un peu différent dans le sens qu'une fois que vous avez soumis le travail, c'est pas fini. Là. Il va falloir retravailler là-dessus jusqu'à temps que vous arriviez au dépôt final de votre mémoire qui va se faire à la fin de la scolarité. Donc, il ne faut pas penser que c'est des étapes qui sont subséquentes et qui sont déconnectées les unes des autres. Tout cela essaie de s'enchaîner le plus possible dans un moment continu. Cependant, on peut quand même dire qu'à la maîtrise, il y a 3 grands moments, 3 grandes parties. La première, c'est les cours obligatoires, ce qu'on appelle la scolarité. Je ne sais pas si vous voyez le petit tableau à l'écran. Donc, il y a les cours obligatoires. Donc, on vous demande de faire certains cours qui vont vous outiller, qui vont vous permettre de vous aider à réaliser ce fameux travail, ce projet de recherche, ce projet d'intervention. Dépendant du bac où vous arrivez, certains ont déjà fait
un peu d'initiation à la recherche. Certains n'en ont pas fait du tout. Nous, on sait que, par exemple, les gens qui arrivent de l'enseignement secondaire, du baccalauréat en enseignement secondaire, n'ont jamais fait de cours de méthode de recherche. Donc, il ne faut pas penser que vous arrivez avec un déficit, c'est normal. Dans les cours obligatoires, on va vous montrer effectivement, on va vous aider à réaliser cette partie-là. Il y a des cours effectivement qui touchent les ateliers de recherche, les fondements et les aspects méthodologiques, c'est-à-dire le comment on fait ça, un projet de recherche en sciences de l'éducation. Ensuite, il va y avoir des cours de spécialisation. Les cours de spécialisation, c'est toujours dans la partie scolarité, mais là, c'est des cours qui touchent votre sujet. Donc, vous avez évidemment, vous voulez traiter d'un sujet précis dans votre projet de recherche, dans votre projet d'intervention. Et donc, à ce moment-là, vous devez développer une certaine connaissance là-dessus. Il va y avoir des lectures qui vont se faire, il va y avoir différentes choses, mais il y a aussi certains cours qui vont vous aider à faire ça. Ensuite, vous allez pouvoir aussi faire des cours au choix, donc des cours qui parfois vont se faire à l'intérieur de votre programme, des fois vont se faire, par exemple, dans une autre concentration, ça arrive souvent. Donc, voilà. Si vous avez déjà fait un programme, par exemple, de deuxième cycle, comme un DESS, bien, certains cours pourraient être reconnus, effectivement, comme cours de spécialisation. Ensuite, ça, c'est la première partie, c'est la scolarité. Ça ressemble quand même à ce que c'est qu'au bac. Les cours sont un peu différents. Comme je vous dis, le travail central, on a tendance à toujours graviter autour de votre projet, mais ça se ressemble beaucoup. Ensuite, ce qui devient très différent, c'est qu'une fois que la scolarité est terminée, on vous demande de déposer un projet de recherche ou un projet d'intervention. Et là, ça décrit ce que vous voulez faire comme recherche, qu'est-ce que vous comme projet d'intervention. Et donc, ça, c'est vraiment un moment important parce que une fois que ça va être accepté, qu'on va avoir accepté votre projet, bien là, vous allez réaliser ce projet-là, que ce soit dans le mémoire classique, donc volet recherche ou profil intervention. Et là, cette partie-là, il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de. C'est vous qui êtes responsable de faire avancer ça. Évidemment, pour réussir ça, vous allez être encadré. Quelqu'un reviendra sur l'encadrement dans quelques minutes, mais vous allez être encadré, mais c'est quand même un projet qui est assez autonome. Et c'est là que ça devient assez différent. C'est moi, l'analogie que je fais souvent, là, elle est peut-être pas parfaite, mais elle fait son travail d'analogie. C'est de dire, ben, c'est un peu comme l'entraînement. Là. Si vous voulez vous entraîner, mais que vous ne le mettez jamais dans votre horaire, vous dites toujours, je vais faire ça quand j'aurai du temps. Bien, c'est sûr que vous allez y aller moins souvent que si vous dites non, tous les lundis matins ou tous les X mois. Et donc, c'est la même chose à la maîtrise. Vous devenez très autonome, mais il faut donc s'organiser. Il faut comprendre que vous continuez à être étudiant à ce moment-là, que vous continuez à travailler. Si vous êtes à temps plein là-dessus, on s'attend à ce que vous passiez à chaque semaine 30, 40 heures à faire avancer votre projet. Et cette partie autonome-là, si vous faites ça, bien, elle va durer effectivement votre maîtrise en tout là, 2 ans, 2 ans et demi. Si vous faites 20 heures par semaine, bien, c'est sûr que là, c'est vous qui allez allonger votre projet. Là. Donc, plutôt que de prendre 2 ans, vous allez avoir 3 ans et demi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un profil à temps plein et à temps partiel, c'est sûr, mais il reste que ça va être à vous d'être autonome et de travailler là-dessus. Et ça, on va aussi vous aider là-dessus. Puis tantôt, Sophie a donné le lien. Tu mis dans le chat finalement le lien vers le site des étudiants? Parce qu'effectivement, entre étudiants, quand vous êtes dans la partie scolarité, vous les voyez, vos collègues, vous êtes dans des cours comme vous les voyez peut-être à distance, mais vous les voyez. Alors que quand vous êtes dans la partie après, dans la partie du projet et de la rédaction, bien là, effectivement, vous devez faire un petit effort pour pouvoir rentrer en contact eux. Et ça, les associations étudiantes et les groupes étudiants de la faculté là, font beaucoup d'effets, ils font des midis de rédaction, comme ça, qui vont vous aider. Et finalement, à la fin, quand vous avez terminé de faire votre projet, par exemple, vous avez dit que dans une classe, vous vouliez implémenter un nouveau type d'atelier pour l'apprentissage des fractions. Je prends toujours le même exemple, il faudrait que je le modifie. Et donc, ben là, effectivement, vous l'avez fait. Et là, vous avez à rédiger, à raconter effectivement qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez fait. Et ça, c'est effectivement le mémoire de maîtrise ou le rapport d'intervention. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est une partie de rédaction que vous aurez à faire aussi de façon autonome. Encore là, vous allez être encadré par une équipe d'encadrement qui va vous aider. Mais il reste que si vous n'écrivez pas de texte pendant cette période-là, ben, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et donc, à ce moment-là, c'est important de bien se structurer pour la fin. Et à la fin, quand vous avez terminé, effectivement, vous allez déposer votre mémoire, votre rapport d'intervention ou essai. Oui, effectivement, il y a une concentration dans laquelle il y a des essais. Voilà. Et donc, c'est comme ça que se déroule finalement pas mal la maîtrise. Donc, voilà. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça va? Donc, il y a un désir, puis là, c'est ça. Donc, j'essaie de vous vendre 2 choses simultanément qui sont contradictoires. La première, c'est-à-dire que ce qui est extrêmement enthousiasmant dans toute cette histoire-là de faire une maîtrise ou de faire un projet d'intervention, c'est que ça risque d'être votre projet. Là. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous tente. Vous dites, moi, je veux creuser cette question-là pendant 2 ans, 3 ans. Et donc, ça, c'est extrêmement enthousiasmant.
Donc, l'autre aspect que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut un aspect, c'est pas juste de la motivation, là, c'est de dire, ben, j'ai effectivement une façon de me structurer qui va faire que je vais réussir à accumuler, à ramasser tous les morceaux pour, au bout de la ligne, réussir mon projet de recherche ou mon projet d'intervention. Donc, voilà. Je pense que j'ai terminé. Je pense que c'est au tour de Virginie. Oui, eh bien, en fait, est-ce que je peux parler peut-être de la question 4 ou je ne sais pas parce que ça n'a pas été couvert Oui, vas-y, encore. Virginie. Au niveau, dans le fond, du choix de la direction de recherche ou d'intervention, un bon moyen de faire ça, c'est sur le site web qui a été présenté tout à l'heure, dont Sophie a montré les pointes de tarte. Vous pouvez déjà regarder, en fait, le corps professoral qui est attaché à chacune de ces concentrations-là. Et puis, regardez, vous pouvez voir le profil des professeurs, regarder leurs intérêts de recherche. Si vous cliquez sur le lien, c'est ça, comme la page personnelle, vous allez voir qu'il y a des mots-clés, bien ça c'est moi, il y a des mots-clés domaine d'expertise en haut, donc vous pouvez voir en gros c'est quoi, sur quel sujet la personne travaille. Vous pouvez même aussi regarder, habituellement il y a la liste des publications qui sont aussi disponibles. Il y a aussi l'outil où vous pouvez regarder dans le répertoire des professeurs, entrer des mots-clés qui vous intéressent, puis ça va vous donner aussi une idée de qui travaille là-dessus. La chose, c'est sûr que c'est un outil qui fonctionne des fois plus ou moins bien. Donc, André-Sébastien vous montre un exemple. Vous pouvez voir, vous pouvez cliquer dans le fond sur les mots-clés, puis ça va vous montrer qui travaille là-dessus. Oups. Je pense que c'est... En tout cas, c'est à explorer. C'est un outil, dans le fond, pour vous ouvrir un peu les perspectives et tout ça. Quand on clique sur les mots-clés, on peut voir qui fait quoi, etc. Mais je pense que la meilleure... Ça, c'est si vous voulez avoir un peu de plaisir pour explorer tout ça, mais je pense qu'encore une fois, la meilleure manière de faire, c'est vraiment de regarder les profils des professeurs qui sont dans la concentration qui vous intéresse. Oui, juste pour compléter, ce qui est intéressant sur la cartographie, moi je trouve, quand j'en parle aux étudiants, c'est l'aspect de, souvent on a une idée assez générale de ce qu'on cherche, mettons, adaptation scolaire, mais on ne se connaît pas les mots précis que les professeurs utilisent ou les expertises précises. Donc, quand on tape d'évaluation d'apprentissage, l'avantage, c'est que ça crée un réseau qui dit, ben, effectivement, il y a évaluation des compétences qui est associée. Donc, ça permet effectivement d'avoir une idée plus globale, finalement, des mots-clés qui sont utilisés dans ces contextes-là. Puis effectivement, les points mauves, c'est des gens. Donc, si on clique, par exemple, sur ça, c'est moi. Là. Donc, si on clique ici, ben là, on peut effectivement voir directement ma fiche puis voir ce que j'avais à faire. Je suis désolé de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Puis, vous pouvez aussi choisir des co-directions. Donc, si, je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure, Sophie disait que des fois, les concentrations peuvent se chevaucher un peu. Donc, si moi, je suis en éducation, formation des adultes, mais si c'est, par exemple, l'éducation des personnes immigrantes, nouvellement arrivées, s'il y a un projet là-dessus, bien, je pourrais demander à une collègue de la concentration ASC d'intervenir comme co-directrice. Alors, ça, c'est possible. Donc, les co-directions, c'est au sein de notre faculté que c'est possible. Ouais. Alors, vous avez la chance vraiment de créer votre équipe qui va savoir bien vous soutenir dans votre projet de recherche ou d'intervention. Virginie, juste une chose, les codirections peuvent être d'autres facultés, voire d'autres universités aussi, lorsque c'est nécessaire. D'accord. Et donc, il y a deux questions qui sont venues dans le chat qui sont, je pense, qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. La question, puis je vais l'envoyer à toi, Annie, c'est quand j'arrive à la maîtrise, quand je m'inscris, mais là, quand le jour 1 où je suis étudiant à la maîtrise ou étudiante à la maîtrise, est-ce que je dois connaître mon sujet? Est-ce que je dois déjà avoir identifié mon directeur de recherche ou ma directrice de recherche? Alors, quand vous allez avoir votre lettre d'acceptation à la maîtrise à l'UQAM,
pas très longtemps ensuite, on va vous expliquer que vous allez en fait être invité à une rencontre d'accueil qui se déroule généralement au mois de mai, donc début mi-mai. Et dans cette rencontre-là, vous allez vous retrouver seulement avec une personne de nous quatre, c'est-à-dire la concentration que vous allez avoir choisie. Donc, imaginons que vous avez choisi la concentration didactique, vous venez à la rencontre du mois de mai et là, je vais vous redonner beaucoup d'informations pour vous préparer à votre accueil du mois de septembre. C'est possible là, que vous n'ayez pas encore précisément votre sujet, puis vous n'ayez pas encore votre direction de recherche. C'est la normalité. Des fois, il y en a qui en ont parce qu'ils ont commencé à être assistants de recherche pendant leurs études de bac. Donc, ça, je vous encourage, si vous voulez faire une maîtrise, à faire de l'assistanat de recherche durant vos études de bac. Mais ce que je dis souvent aux étudiants que j'accueille au mois de mai, je leur dis souvent, plus vite vous connaissez votre sujet, plus vite vous trouvez une direction de recherche, plus vite vous commencez, parce qu'au mois de septembre, le train commence assez rapidement. Par contre, si vous n'avez personne au mois de septembre, que votre sujet n'est pas encore clairement défini au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, là, vous allez quand même démarrer. Mais par contre, je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui me disent souvent, ah, j'aurais aimé ça, commencer déjà un peu à lire sur mon sujet durant l'été, commencer peut-être déjà à réfléchir un peu avec ma direction de recherche pour préciser mon sujet, mes lectures. Les étudiants qui sont inscrits à temps plein, si vous voulez faire des demandes de bourse, les organismes subventionnaires, les dépôts de demande de bourse sont au mois de septembre-octobre. Donc ça veut dire que tout arrive très vite au mois de septembre. Donc, plus vite vous trouvez, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas trouvé encore de direction ou de sujet dès le mois de septembre, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui le trouvent des fois, tout ça, après même une session. C'est vraiment à vous de voir. Mais si vous êtes inscrit à temps plein, que vous voulez faire vos études vraiment dans l'espace d'un 2 ans, 2 ans et demi, vaut mieux commencer le plus tôt possible. Puis tout à l'heure, Virginie vous a donné quand même beaucoup d'informations sur les directions de recherche et tout, comment les chercher, mais c'est aussi de votre responsabilité de les contacter. Contactez pas juste une personne, contactez une, deux, trois personnes. Les professeurs savent que les étudiants magasinent en fait quelqu'un. Puis lorsque c'est trouvé, bien, vous commencez vraiment à travailler avec cette personne-là qui va vous suivre tout au long de vos études. Ça peut être qu'une direction, ça peut être, comme disait Virginie, avec une co-direction aussi. Mais très important, c'est que votre direction doit vraiment appartenir à votre concentration. Donc, si par exemple, vous avez fait une demande en didactique, mais que finalement, vous vous rendez compte que votre sujet et la personne avec qui vous avez le goût de travailler, c'est Sophie Grossman, puis elle est dans un autre département, alors là, il faudra faire un changement de concentration. Tout est possible, mais il vaut mieux faire un bon choix dès le départ lorsqu'on s'inscrit. J'avais juste noté, André Sébastien, une autre petite question rapidement qui avait été posée pour pas que je l'oublie. C'était concernant la validité du projet, de la recherche qu'on veut faire. Donc, au départ, comme je vous disais, vous allez choisir votre sujet. Avec les cours, avec les travaux qu'on va vous demander, avec votre direction, votre sujet va se préciser. Puis là, à un moment donné, vous allez faire un choix, puis vous allez commencer à travailler sur ce sujet-là plus précisément. Et dans les cours qu'André Sébastien vous a présentés tout à l'heure, vous avez des cours qui sont obligatoires et il y a un de ces cours qui s'appelle le séminaire de recherche. Et ce séminaire de recherche-là, c'est celui qui finalise finalement les cours obligatoires. Et quand vous allez avoir terminé ce cours-là, vous aurez à présenter les 3 premiers chapitres de votre mémoire ou votre rapport d'intervention. Et c'est au terme de cette présentation-là que votre comité, votre jury acceptera si votre projet peut maintenant passer au certificat éthique. C'est-à-dire que là, il va y avoir une forme de validation d'un jury. Ensuite, l'UQAM, le comité éthique, va évaluer votre projet et une fois que vous allez avoir un peu le saut, vous allez pouvoir partir ensuite en collecte de données. Donc, ne vous inquiétez pas, peu importe le projet de recherche, il y a des étapes pour en vérifier la validité. Parce que moi, ce que je trouve toujours étonnant quand je regarde les profils des différents étudiants à la maîtrise, c'est que, dans les faits, le parcours de chacun des étudiants est un peu différent. Dans le sens qu'il n'y a pas 2 étudiants qui font exactement le même parcours. Cependant, ce sont les mêmes étapes.
Et donc, c'est le processus qui se ressemble. Mais dans les faits, il n'y a pas deux mémoires de maîtrise qui se ressemblent. Puis, il n'y a pas deux cheminements d'étudiants qui se ressemblent parfaitement. Là, certains vont dire, ben, moi, je préfère travailler, faire ce type de projet-là. Tu parlais du comité d'éthique. C'est vrai, sauf si tu ne gères pas d'êtres humains. Si tu fais un projet de recherche ou dans lequel il n'y a pas d'élèves ou d'enseignants ou de direction, mais par exemple, tu fais une recension des programmes de formation en mathématiques, je sais, dans le monde, par exemple. Voilà un drôle d'exemple. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de certification éthique. Donc, le processus se ressemble, les étapes se ressemblent, mais dans les faits, rapidement, ben, chacun va faire son parcours. Puis, la direction de recherche, vu qu'elle varie d'un étudiant à l'autre, la plupart des étudiants ont une direction différente, c'est une personne différente. Ben là, à ce moment-là, ça fait aussi que ça ajoute comment dire, de la différence entre les étudiants. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir que faut que vous trouviez quelqu'un avec qui non seulement travaille dans le domaine qui vous intéresse, mais avec qui vous avez une certaine connexion qui fait que ça va être le fun de travailler avec cette personne-là pendant 2 ans, 3 ans. Donc, d'où l'intérêt, comme Annie le disait tout à l'heure, de rencontrer, faire des demandes de rencontres avec les personnes qui ont des intérêts communs avec vous. Donc, dans le contexte présent, bien, ça peut être d'écrire un courriel, demander une rencontre sur Zoom, puis juste discuter vos idées préliminaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà un projet tout écrit. Donc, ça peut être juste des idées. Puis parfois même, ça peut être le cas que les directeurs, directrices potentiels ont des projets de recherche dans lesquels vous pourriez vous inscrire. Donc, ça peut valoir le coup de les contacter puis de dire, ben moi, je suis intéressée par la maîtrise, voici les grands sujets qui m'intéressent. Et puis là, ça ne vous engage à rien, mais ça peut être vraiment juste sympathique d'apprendre à connaître un peu les personnes avec qui vous pourriez travailler. Oui. Et c'est pour ça que une des choses auxquelles vous avez droit, puis que je vous suggère fortement de faire, c'est que vous avez le droit de contacter plus d'un professeur. Là. Donc, ce n'est pas le premier qui me dit oui, c'est le bon. Là. Il faut effectivement dire, vous pouvez contacter 2 ou 3 professeurs, puis leur dire, ben, je suis nouvelle étudiante, nouveau étudiant. Et donc, à ce moment-là, j'aimerais travailler là-dessus. Est-ce que vous avez qu'on se rencontre? Et habituellement, la décision, de toute façon, ce ne sera pas par courriel. La décision va se faire suite à une réunion Zoom, va se faire à une rencontre, peut-être d'une demi-heure, 45 minutes, où là, effectivement, vous allez discuter non seulement du projet, du cœur de ce que vous avez à faire, mais aussi du fonctionnement pour s'assurer que ça convient à tout le monde. Est-ce que je peux dire par rapport à la question 1, je pense qu'Annie l'avait déjà répondu au début. Qu'est-ce que ça signifie faire la maîtrise? Peut-être juste réitérer quelques idées, de dire que ça vous donne des compétences, des outils pour faire de la recherche, mais c'est des compétences qui peuvent être transférables dans plusieurs domaines, dans plusieurs emplois, dont par exemple, être conseillère pédagogique, mais ça peut aussi vous mener à des postes de recherche et développement. Entre autres, nous, en éducation-formation des adultes, il y a plusieurs organismes communautaires qui offrent ce genre de postes-là. Ça peut être pour le gouvernement également. Et puis, aussi, si vous voulez poursuivre au doctorat, comme Annie l'a mentionné, ben, ça vous donne toute la boîte à outils, toutes les compétences pour aller dans cette direction-là. Donc, c'est une chance inouïe, selon moi, de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne. Et c'est sûr que, comme André-Sébastien disait, c'est votre projet, mais vous allez être accompagné. Donc, ça peut être épeurant au début de se dire « Ah, mon Dieu, c'est quand même beaucoup de travail », mais il y a toute une équipe qui est là pour vous accompagner. Les cours aussi vous supportent bien étape par étape. Je vais répondre à une question de Myriam. Comment savoir si l'intérêt sera le même? En fait, quand on vous montrait les fiches des professeurs auxquels vous avez accès, vous pouvez avoir accès à effectivement leur expertise, mais aussi à leur publication, hein, ou à leur communication. Et donc, du coup, vous pouvez un peu lire ce qu'elles ont écrit ou ce qu'ils ont écrit. Et déjà, ça va vous donner une idée de la convergence des intérêts ou pas. Mais je réitère ce qu'a dit Virginie et ce qu'a dit Annie, c'est toujours bien de prendre un rendez-vous pour en discuter, parce que
parfois, il y a des champs de recherche qui sont en train d'être défrichés et on n'a pas encore publié. Donc ça permet de discuter avec la personne et de voir, comme l'a dit André-Sébastien, si effectivement il y a cette connexion à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan, on va dire, de la relation sociale, parce que c'est quand même une relation assez proche sur plusieurs années. Donc, on vous encourage à prendre. Les professeurs sont en général assez disponibles pour vous rencontrer. On a Juste dire que sur le site web, les publications n'apparaissent pas. Il y a un problème technique avec la bibliothèque en ce moment, mais ils ont été contactés à ce sujet-là. Donc, inquiétez-vous pas si pour le moment, vous ne trouvez pas la liste des publications des profs. C'est juste un petit problème technique, mais ça va être résolu. Donc, vous allez pouvoir voir la liste des publications dans les revues scientifiques sous peu. Les étudiants nous posent souvent aussi comme question, est-ce que si j'ai un contrat comme enseignant à temps plein, est-ce que je peux m'inscrire aussi à temps plein? En fait, si vous êtes à temps plein, de commencer vos études à temps plein, ça peut être aussi intense, mais un temps plein, c'est pas comme au bac. Au bac, quand vous êtes à temps plein, vous devez être inscrit à un certain nombre de cours. À la maîtrise, c'est pas comme ça. Vous pouvez être inscrit à 2 cours, une personne est en plein, l'autre est à temps partiel. Donc, c'est vraiment à vous de voir avec votre horaire. Les étudiants, je dirais que si vous vous travaillez à temps plein, vous avez une famille, peut-être que faire des études à temps plein, ça peut être intense. Par contre, j'ai vu des gens très bien réussir. Donc, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. J'ai vu des étudiants prendre des 40-60% pour être à temps plein à la maîtrise, d'autres ont décidé d'être temps partiel. Il faut savoir que vous allez avoir, chaque cours est de 3 heures et d'habitude, on ne pense pas à un 3 heures. Souvent, il peut y avoir vraiment beaucoup d'heures ajoutées à ces cours-là en termes de travaux, de lecture, d'études. Mais il ne faut pas juste se concentrer sur les cours, c'est que vous avez aussi un projet à faire avancer. Là, André-Sébastien, je pense que vous l'avez assez dit clairement tout à l'heure, là, vous devez être autonome puis travailler beaucoup en parallèle de vos cours sur votre projet. Donc, vous êtes la meilleure personne, vous connaissez votre rythme de travail, vous connaissez votre horaire, alors c'est à vous un peu de décider. Ça se peut que vous commenciez à temps plein puis vous vous rendez compte que c'est la folie. Vous allez avoir le droit de changer pour le temps partiel, ne vous inquiétez pas. Par contre, plus vite vous... c'est bien de ne pas trop jouer en temps plein, temps partiel, parce que la facturation est aussi en lien avec le nombre de cours si vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Donc, plus vite on est décidé, mieux ça se passe. Mais c'est possible de changer de temps plein à temps partiel ou l'inverse. Et c'est aussi possible de changer de profil. Vous pouvez peut-être être inscrit d'abord en un profil intervention parce que vous vouliez faire une intervention dans votre milieu, mais finalement, en discutant avec votre professeur, votre direction, puis en évoluant, vous décidez finalement que vous aimez vraiment faire de la maîtrise, puis que vous aimez vraiment la recherche, puis que peut-être même que vous entrevoyez de faire un doctorat. Donc, vous pourrez aussi faire la demande d'un changement de profil sans problème. Alors, oui, Oui, effectivement. je voulais juste dire quelque chose, puis là, c'est peut-être mon côté mesure et évaluation là, qui fait que... Bon, supposons, là, c'est intéressant ce qu'on raconte, vous êtes fasciné par tout ce qu'on vous apprend ce matin, ce midi, mais vous voulez vous inscrire, certains l'ont déjà fait, mais ceux qui ne l'ont pas fait encore, il faut donc comprendre, je disais, on parlait au début de la séance d'une bébête à 4 pattes, c'est toujours vrai, et donc, dans les faits, ce dont on vous parle ce midi, ce n'est pas un programme de maîtrise en éducation, c'est 8 programmes de maîtrise en éducation. Et donc, dans chacune des concentrations, il y a 2 programmes, donc le profil intervention et le profil recherche. Il y a 4 concentrations, donc ça fait un total de 8. Je ne vais pas décrire chacune des 8 spécifiquement parce qu'on l'a déjà fait, puis en plus, si vous voulez plus d'informations, vous irez lire. Mais je veux juste vous rassurer sur le fait que c'est normal que quand vous fassiez votre choix, vous soyez un peu est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment le profil recherche dans cette concentration-là, ou pas plutôt le profil intervention, ou même le profil recherche de cette concentration-là versus le profil recherche d'une autre concentration? Il faut comprendre, puis Annie l'a dit tantôt, que vous allez faire un choix, faites-le au meilleur de vos connaissances et de vos intérêts. Mais si durant la première session, on se rend compte que probablement, vous seriez plus heureux ou vous auriez une direction vraiment plus proche de votre intérêt dans une autre concentration, il est possible de changer d'une concentration à l'autre. Il est possible de changer du profil recherche au profil intervention aussi dans la première session, première année sans trop de problèmes. Il est possible aussi de passer du temps plein au temps partiel ou
du temps partiel au temps plein. Parce que ça arrive aussi dans l'autre sens. Hein, des fois, les gens pensent avoir un contrat. Finalement, ils ont un plus petit contrat qu'ils pensaient, fait qu'ils décident de passer à temps plein. Ça arrive aussi. Et donc, tout cela est possible. Évidemment, ça, c'est pour la partie scolarité que ça change quelque chose. Quand vous êtes rendu à la partie rédaction, mais là, le temps, c'est vous qui le gérez. Donc, c'est plus un terme d'investissement là, qui fait la différence entre le temps complet et le temps plein en termes de nombre d'heures par semaine. Parce que dans les faits, c'est les mêmes tâches que vous avez à faire. Et donc, la règle, habituellement, c'est que le cheminement traditionnel pour la maîtrise, c'est 2 ans, 6 sessions, donc 6 trimestres. Si vous êtes à temps complet, si vous êtes à temps partiel, ben, c'est le double. Donc, ça serait 12 sessions. Même chose, la scolarité, on s'attend que c'est habituellement les 2-3 premières sessions. Mais la scolarité à temps partiel, ben là, ça va donner les 4-5 premières sessions. Est-ce que j'ai bien raconté ça, Annie? Oui, très bien. D'accord. Parce que ta face, ça ne disait pas ça. Ta face, ça disait qu'est-ce qu'il est en train de raconter en l'espace. Non, pas du tout. J'ai une question, puis je m'informais auprès de Sophie, qu'est-ce qu'elle en pense. On a une question en ce qui concerne si c'est possible de faire une maîtrise dans un autre pays. Moi, ça ne m'est pas arrivé. En fait, généralement, les étudiants qui viennent de d'autres pays viennent vraiment faire leur séjour d'études sur place parce qu'avant, il n'y avait pas de cours à distance. C'était vraiment que des cours en présentiel. Là, maintenant, avec ce qu'on est en train de vivre, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles formules de cours, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut davantage être sur place, mais peut-être que je me trompe. Là. Ça, je pourrais peut-être m'informer davantage. C'est une bonne question. En fait, c'est une question qui t'intéresse. Ah, vas-y, Sophie, je ne vais pas te couper. En fait, on a des cas d'étudiants qui sont venus effectivement faire leur scolarité à Montréal, trouver aussi leur direction, voire co-direction de recherche ou d'intervention, mais qui par la suite, leur projet, ils l'ont complété dans un pays étranger. Donc, je pense à des étudiants d'Afrique de l'Ouest ou des étudiants français aussi qui ont fait ça. Donc, c'est possible, mais il y a toujours cette nécessité d'avoir un lien institutionnel et effectivement, les aléas de la pandémie font en sorte que pour le moment, on est quasiment constamment en ligne, mais on ne peut pas présager de ce qui va se passer à l'automne. Ce sera sûrement au choix des professeurs de savoir s'ils vont être en présence avec une option à distance ou à distance. Donc, on ne peut pas s'engager, nous, à ce que tous vos cours soient disponibles via Zoom en ligne. Et je vais juste répondre aussi rapidement à la question. Si vous êtes inscrite à la TELUC, vous faites une maîtrise à la TELUC. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Donc, c'est les règles qui prévalent à la TELUC et pas les nôtres. Par contre, si vous êtes inscrite à l'UQAM, bien là, il faut que vous ayez une direction à l'UQAM, potentiellement une autre à la TELUC, mais il faut vraiment que ce soit aidant pour vous. Hein. Pas multiplier les co-directions parce que vous voulez avoir 2 appartenances institutionnelles. Donc, si vous voulez faire une maîtrise à la TELUC, vous faites une maîtrise à la TELUC, mais notre propos ne concerne pas la maîtrise de la TELUC. Oui, parce que une co-direction, ça n'implique pas d'avoir 2 diplômes. Dans le sens que si vous faites par exemple, si vous faisiez votre programme à l'UQAM, donc votre maîtrise à l'UQAM, vous avez un professeur qui est votre directeur qui est à l'UQAM, vous décidez d'aller chercher une co-direction à la TELUC parce qu'il y a un aspect très précis sur lequel vous avez besoin d'une expertise très précise et cette personne-là est la plus proche, la plus intéressante. Quand vous allez diplômer, vous allez avoir une maîtrise de l'UQAM parce que la co-direction ne va pas vous fournir un 2e diplôme. Donc, c'est très différent de certains programmes où il y a 2 diplômes à la clé. Quand on parle de co-direction, là, c'est pas de ça dont on parle. Est-ce que j'ai été clair? Puis à l'UQAM, vous pouvez faire une demande en étant évalué en lien avec vos diplômes. Mais ça peut être aussi possible de faire une demande en faisant reconnaître votre expérience. Donc, dans les 2 cas, c'est vraiment important quand même quand vous allez faire votre demande, là, si vous allez sur le site étudier.uqam.ca, ça vous dit vraiment tout quoi mettre dans votre demande. Mais une petite lettre de motivation, pas besoin de faire 10 pages, là, 1 page, juste pour nous dire c'est quoi vos intérêts. Comme ça, nous, ça nous permet de voir si vous avez bien choisi la bonne concentration ou voir même le bon programme. On va vous demander aussi vos diplômes, vos bulletins.
il y a quand même plusieurs documents, des lettres de référence, il y a un petit gabarit que vos répondants peuvent remplir. Donc ça, c'est tout important. Puis là, vous pouvez peut-être me dire, OK, mais là, ça m'intéresse, mais j'ai jusqu'à quand pour m'inscrire? Là, généralement, jusqu'au 1er mai, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er mai pour vous inscrire. Là, vous pouvez vous inscrire immédiatement. Puis, dès qu'on reçoit votre document, le registrariat et nous, on étudie les dossiers, puis on les accepte ou avec des conditions ou on les refuse. Donc, plus vite vous faites une demande d'admission, plus vite vous allez recevoir votre réponse. Donc, attendez pas le 1er mai si vous êtes déjà motivé, mais vous avez quand même jusqu'à ce moment-là. Puis là, vous n'avez pas besoin d'avoir un sujet précis, vous n'avez pas besoin d'avoir une direction de recherche qui vous encadre déjà. Déjà, là, vous regardez dans étudier.cam.ca, puis ça vous dit exactement les informations que vous devez transmettre. Je ne veux pas interrompre, mais je sais qu'André Sébastien doit nous quitter. Je voulais juste, André Sébastien, est-ce que je peux peut-être récupérer l'écran quand tu vas partir? Ah oui. Comme ça. Faites-toi plaisir. Je vais partager. Et puis, merci André Sébastien. Si tu dois partir, je ne veux pas te retenir. Effectivement, j'ai une autre réunion dans quelques minutes. Je pense que la dernière chose que j'ai vue dans le chat passé, puis je me sentirais mal de ne pas le dire avant de quitter, c'est la façon dont vous avez été invité aujourd'hui à participer à la rencontre fait que plusieurs d'entre vous êtes déjà inscrits dans un programme de baccalauréat à l'UQAM en enseignement. Cependant, le profil des gens qui rentrent à la maîtrise, c'est très, très variable. Il y a des gens qui arrivent de bac en philosophie, en histoire. Donc, les gens qui rentrent à la maîtrise en éducation s'intéressent évidemment à une question qui touche l'éducation, l'école, l'enseignement. C'est très, très large, mais ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont déjà une formation en éducation. Donc, peut-être il y a certaines personnes qui arrivent qui sont, par exemple, ingénieurs, qui décident de travailler sur, par exemple, l'enseignement de l'élément X ou de la formation Y. Et donc, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Donc, ce n'est pas un prérequis. Cependant, quand vous, puis là, c'est là que je reviens sur ce qu'Annie a dit, quand vous écrivez votre lettre, écrivez vraiment qu'est-ce que vous avez dans la tête, qu'est-ce que ça vous tenterait de faire. C'est possible que ça change. Ce n'est pas une promesse là, à signer pour toujours, mais ça nous donne une meilleure idée à nous de comment on va pouvoir vous aider. Puis, il y a un cours, dans toutes les concentrations, il y a un cours qui s'appelle l'atelier de recherche, où l'on va encore plus vous aider à trouver les bonnes personnes, à définir mieux votre sujet, à comprendre qu'est-ce que vous venez faire ici à la maîtrise en éducation. Hey, je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Merci Sophie, Annie et Virginie, et aussi Camille, qui n'a pas de caméra. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, mes coordonnées sont sur le site web de l'UQAM, donc n'hésitez pas à m'écrire. Merci André Sébastien, bye. Bye bye. J'ai juste, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que j'ai juste mis l'écran sur étudier.ecam.ca. Pour la plupart des questions que vous avez, vous allez y trouver réponse. Et j'attire votre attention sur ce petit onglet ici. Donc, selon votre cas, vous êtes futur étudiant québécois, futur étudiant canadien hors Québec, futur étudiant étranger, eh bien, vous pouvez aller cliquer et avoir toutes les instructions sur comment faire une demande d'admission. Avec les liens qui peuvent vous être intéressants pour vous. Voilà, donc je voulais juste partager ça pour... Et puis, ce que je propose, c'est que peut-être qu'on réponde à des questions s'il y a d'autres questions. Oui, en fait, il reste 10 minutes à la présentation. Donc, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu encore, n'hésitez pas à nous les poser. Entre autres, les lettres de recommandation, je pense qu'elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement recommandées. Donc, je ne sais pas, moi, imaginons qu'on n'est pas certain de votre dossier, mais que les deux répondants mentionnent à quel point vous êtes extraordinaire, bien, ça peut pencher dans la balance. Je vais peut-être répondre à la question de Stéphanie qui demande si c'est possible de faire une maîtrise en adaptation scolaire sans avoir fait le bac en adaptation scolaire. Si vous faites une maîtrise recherche, il n'y a pas vraiment de problème à ce que vous fassiez une maîtrise dans le domaine sans avoir un bac dans le domaine. Par contre, il y aura certainement des lectures à faire pour vous mettre à niveau. Annie a répondu aussi, l'autre possibilité, c'est de regarder la maîtrise en orthopédagogie, qui a une autre fonction, c'est de former des orthopédagogues qui œuvrent dans des milieux scolaires. Donc, c'est une maîtrise professionnalisante pour devenir orthopédagogue.
Donc, ça peut être deux voies différentes. C'est selon quel est votre projet, en gros. Regardez les critères d'admission. Donc, pour la maîtrise en orthopédagogie, peut-être qu'ils demandent un baccalauréat dans le domaine. Ici, il y a une question qui dit, est-ce qu'il y a une maîtrise pour enseigner au secondaire? Oui. Alors, nous, ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est la maîtrise en éducation. Mais il existe une autre maîtrise à l'UQAM qui s'appelle la maîtrise en enseignement. Et cette maîtrise-là vous donne, si c'est plus le métier d'enseignant ou enseignante qui vous intéresse, avec cette maîtrise-là, vous pouvez devenir enseignant, enseignante au secondaire et en centre d'éducation des adultes aussi. Alors, il y a différents profils, mais ça, ce n'est pas une maîtrise recherche, c'est vraiment une maîtrise qui donne accès au brevet. Donc, c'est la maîtrise en enseignement. Nous, ici, la maîtrise en éducation ne donne pas le brevet d'enseignement. Alors, c'est une distinction importante. Si ça vous intéresse, là, sur le site de l'UQAM, vous pouvez trouver des informations là-dessus. Je peux peut-être mettre le lien. Ou... Ah oui. Merci. Là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions dans le conversé. On essaie de répondre au fur et à mesure, soit par conversé ou à l'oral. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, c'est probablement qu'elle nous a échappé. Fait que n'hésitez pas à nous la... J'essaie de repasser le tout, là, mais je pense qu'on n'a pas oublié. Mais si on a oublié, n'hésitez surtout pas. Là, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, si vous avez des questions plus... pointues, précises, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire à l'une de nous. Vous pouvez aller sur le site web, nos coordonnées s'y retrouvent. Donc, j'espère que ça a été profitable pour vous et que ça vous a appris un peu plus sur la maîtrise et que peut-être que maintenant, ça confirme votre choix ou au contraire, ça va vous permettre de vous diriger ailleurs. Merci à vous pour ceux et celles qui vont partir, qui vont nous quitter. Merci d'avoir assisté. Puis voilà, on reste disponible si vous avez d'autres questions qui pointent le bout de leur nez dans les jours et semaines qui viennent.